Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la seconde émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 23 mars 2017 et le titre du jour est Tergiversation indicielle. En effet, lundi, les indices étaient bien orientés. Mardi, ils ont reflué nettement. Mercredi, ils se sont stabilisés. Aujourd'hui, jeudi, ils tentent de remonter un petit peu. Sur le CAC 40, on a l'impression qu'on a eu un repli, un redémarrage haussier. Sur le DAX, on a l'impression que c'est 50-50, c'est relativement neutre. Lorsqu'on le regarde, le S&P 500 ou le Nasdaq, cela donne tout de même l'impression d'une cassure mardi et d'un pullback qui est en train de se poursuivre aujourd'hui jeudi avant une éventuelle reprise de la baisse. Difficile donc de privilégier un scénario ou l'autre. Me concernant, je vous ai fait part de mes craintes d'une consolidation après 4 mois de hausse. J'ai jusqu'ici été fondamentalement et techniquement haussier sur tous les indices en suivant les moyennes mobiles, la théorie de dos, des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. Or, je suis désolé, mais cette semaine, pour la première fois, le S&P 500 a cassé un plus bas précédent. Il n'est donc plus haussier mais neutre et il y a des risques correctifs qui ont pris forme. Le S&P continue de bloquer sous les 2350-60 points. Alors vous allez me dire, oui Nicolas, mais le CAC remonte. Alors oui, le CAC remonte et le CAC est plus fort que les indices américains. Et pour moi, ce phénomène est passager. Je vous l'ai déjà expliqué à de nombreuses reprises. C'est-à-dire que si le S&P remonte tester les 2360 points sans pour autant repasser au-dessus, le CAC 40, lui, pourrait être capable d'aller tester ses plus hauts, voire même de les dépasser. C'est-à-dire qu'alors que l'indice directeur américain serait dans une configuration baissière où il serait dans un simple rebond avant rechute, le CAC lui inscrirait un nouveau record. D'ailleurs, si vous regardez bien ce qui s'est passé lundi, mardi dernier, les indices US lundi étaient bien orientés. Mardi, les indices européens ont fait des nouveaux plus hauts annuels, puis mardi en séance, les indices US ont plié, cassé, et c'est là que les indices européens sont nettement repartis à la baisse. Donc que les indices européens essayent de surperformer, qu'ils restent un peu plus haussiers, c'est un fait, soit. Mais que le Dow Jones et le S&P soient sous des résistances de court terme et non pas sur des supports, ça c'est un fait également. Et tant que le S&P n'aura pas reclôturé au-dessus des 2360 points à la hausse, permettez-moi de douter de la poursuite haussière. Voilà pour cette introduction, vous connaissez donc mon sentiment sur ces marchés. Ça reste tout de même relativement neutre, les signaux ne sont pas très clairs et puissants. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre en cours de route et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les produits CFD à risque limité. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez également utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on verra ensemble les derniers décalages intraday, ce qu'il se passe sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités aux États-Unis. Et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Je n'ai pas de figure graphique cet après-midi détectée par la plateforme de CMC Markets car je n'arrive pas à trouver une configuration qui me plaise tant que cela. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, on ne se force pas à trouver des figures graphiques pertinentes. Elles doivent sauter aux yeux. En termes de mouvement intraday, le S&P 500 est toujours sous pression, sous les 2350-2360 points. Il est neutre depuis hier. Aujourd'hui, il tente de remonter un petit peu, mais c'est dans des proportions vraiment très faibles. Donc le S&P 500 est aussi à moyen terme, mais sous résistance à court terme. Le CAC 40, lui, solide, tient au-dessus des 5000 points. Il est neutre, attentiste, il est surperformant. Je vous montrerai graphiquement un peu ce que cela donne sur ces deux indices et je vous expliquerai comment est-ce qu'on peut avoir un CAC 40 qui inscrira un nouveau plus haut annuel alors que les indices US, eux, seraient toujours dans un processus de rebond technique avant rechute. L'or se stabilise à 1247 $, c'est bien normal que l'on prenne des bénéfices et qu'on latéralise un petit peu attentiste après 7 hausses en 8 séances. Le pétrole chute de nouveau de plus de 1% à 47,6 $, je vous le dis et vous le répète tous les jours, le pétrole est baissier, la baisse n'est donc pas étonnante mais naturelle. Les cours du cuivre évoluent dans un canal baissier journalier parfait que l'on a détecté, dont on a parlé ce matin dans la matinale et qu'on pourra suivre dans les séances à venir.
La fève de cacao reste soutenue et haussière au-dessus des 2100 dollars. Elle est à 2155 dollars. Elle a donc gagné 20% par rapport à ses plus bas. L'euro consolide, non 15% par rapport à ses plus bas, excusez-moi. L'euro consolide sous les 1,08 dollars. Le dollar ayant réussi à se stabiliser sur le dollar index à 99,6 points. Enfin, c'est la 5e séance de baisse sur la paire AUD-NZD à l'approche du support des 1,0780-1,08. Et les acheteurs espèrent qu'on ne reviendra pas jusque-là, voire même qu'on va s'arrêter dans la zone actuelle des 1,08-1,0830 pour repartir à la hausse dans le sens du signal qui avait été donné il y a quelques semaines. Si on repasse sous les 1,0880, bien évidemment, ça invalide les perspectives haussières. Côté meilleure et moins bonne performance de l'Eurostoxx, on notera que le CAC 40 est soutenu par ses bancaires. On a 3 valeurs françaises dans le top 5 de l'Eurostoxx. Et quand les bancaires vont, tout va. Vous noterez néanmoins Deutsche Bank qui est en baisse. Et puis Orange, valeur défensive en baisse. Et Volkswagen, toujours l'automobile, sous pression ces dernières semaines. Côté statistique, vente au détail en Angleterre à 1,4% ce matin contre des attentes à 0,4%. Encore une stat qui a soutenu la livre, qui s'est bel et bien repris ces dernières séances. On notera les inscriptions au chômage qui sont ressorties aux États-Unis supérieures aux attentes. Et puis on notera les ventes de logements neufs supérieures aux attentes à 592 000 contre des attentes à 566 000. Le chiffre du jour, c'est 1,06. C'est le seuil que vise la Deutsche Bank sur la paire GBP-USD. Car selon eux, la croissance économique de la Grande-Bretagne pourrait être freinée par le lancement de la procédure de sortie de l'Union européenne. Côté entreprise, Ford baisse de 2% après avoir publié sa prévision de bénéfices par action au premier trimestre. AT&T a indiqué que 17 000 de ses employés en Californie et au Nevada avaient repris le travail jeudi après un mouvement de grève la veille. PVH gagne 8,8% après la publication de ses résultats trimestriels supérieurs aux attentes. PPG a fait une offre très séduisante pour acheter AkzoNobel il y a 2 semaines et a été étonné de l'avoir rejeté par le groupe chimique néerlandais. Enfin, Amazon a conclu le rachat de Souk.com, l'un des distributeurs en ligne les plus connus du Proche-Orient basé à Dubaï. Donc dans les meilleures et les moins bonnes performances du jour, vous retrouvez PVH qui a publié, vous retrouvez Cintas, secteur immobilier qui inscrit un nouveau record annuel. Dans les plus fortes baisses, Centaine, elle est dans une consolidation depuis 2-3 semaines, on peut tracer un beau canal baissier pour la cadrer. Et puis on notera Accenture qui perd 4% après avoir émis un profit warning. On va passer sur la plateforme de CMC Markets. Et je vais vous montrer donc justement la comparaison entre le S&P 500 et le CAC 40. Donc, on va prendre un graphique journalier du S&P. Le voici. Et on va prendre le CAC 40 ici en données journalières. Voilà. Donc la différence entre les deux, c'est que sur le S&P, on a des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus hauts. Et qu'est-ce qui s'est passé mardi? On a cassé le point bas précédent. On a une zone à 2350 points et une autre zone à 2360 points. Les 2360 points, en fait, c'est même 63 points. C'est le cours de clôture du plus bas de la semaine dernière. Donc théoriquement, on a un S&P qui est dans une consolidation. Tant qu'on est sous les 2363 points, la hausse du jour peut très bien être un rebond technique avant une reprise de la baisse. On peut tracer d'ailleurs une oblique passant par les plus hauts. On peut très bien remonter vers cette zone de prix avant d'éventuellement rechuter. C'est ça qui est difficile à appréhender, c'est que quand un signal baissier est donné, parfois il faut attendre une semaine avant que la réplique, un petit peu comme un séisme, vous voyez, soit effective. Donc pour l'instant, je préfère rester factuel. On est toujours sous le joug de ce double top journalier. On est toujours sous les anciens supports devenus résistance. Je préfère donc rester très prudent sur la suite concernant le S&P 500. Quand on regarde le CAC 40, on se rend compte que l'indice lui fait des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut et qu'il n'a pas cassé les plus bas qui étaient constitués par ces plus bas des 2 dernières semaines. Donc le CAC est un petit peu plus solide. Néanmoins, ce que je voulais vous montrer,
c'était que en données horaires, lorsqu'on a un biseau, comme ici sur le 440, vous pouvez voir donc ce beau biseau, on avait un biseau, on a tenté d'en sortir par le haut, puis on en est sorti par le bas. Eh bien, à la sortie d'un biseau, pour ceux qui lisent l'analyse technique, nous avons une possibilité d'un pullback, c'est-à-dire un retour des prix sur le niveau cassé ou bien l'oblique correspondant à la tendance haussière. C'est-à-dire que le 440 peut très bien soit s'arrêter maintenant, soit même remonter vers les plus hauts. Et le pire, le moins évident des scénarios, c'est si le 440 latéralise, va chercher un nouveau record à proximité de l'ancien, mais donne encore un faux signal haussier, touche son oblique et ensuite rechute. Ça veut dire qu'on a un signal baissier, un rebond qui nous fait croire qu'on est dans une reprise, voire même un nouveau record qui nous indique que les acheteurs sont là, et en fait on repart à la baisse. Alors qui faut-il croire ? Le S&P 500, l'indice directeur américain auquel sont corrélés tous les indices de la planète, et qui est toujours baissier à court terme, sous résistance, ou faut-il croire le 440, indice français, un mois et demi avant les élections, qui présomptueux a inscrit un nouveau record annuel mardi, alors que les indices US, eux, n'en faisaient pas. C'est à vous de voir. Moi, j'ai choisi. Ensuite, chacun fait ce qu'il veut. Si vous avez noté le support des 4950 et la relance haussière hier que vous êtes placé à l'achat, si vous avez noté la cassure des 5000 points et que vous êtes placé à l'achat, vous êtes dans le sens de la tendance, vous êtes acheteur, ça monte et je suis très content pour vous. Si néanmoins vous êtes attentiste et vous voyez les indices dans un mode correctif, vous l'attendiez depuis longtemps et mardi vous avez constaté que le S&P donnait un signal baissier, eh bien théoriquement, tant que ce signal baissier ne sera pas invalidé par un retour clair des cours au-dessus des 2360-65 points, voire même une cassure de l'oblique baissière qui passe par tous les plus hauts, eh bien les risques baissiers existeront. Voilà. Ensuite, concernant les matières premières, vous aurez noté que l'argent fait son rattrapage sur l'or et grimpe aujourd'hui de 0,55%, alors que l'or est stable. L'or est stable après avoir inscrit un nouveau plus haut hebdomadaire, et tout simplement parce que l'or monte depuis cette séance, eh bien, il fallait bien consolider à un moment donné. Tant qu'on fait des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut, c'est haussier. Le riz, il est solide, il tient bien, et tant qu'il est au-dessus des 9,47, 9,50, il y a des risques haussiers. Ensuite, le gaz naturel se stabilise toujours neutre autour des 3 dollars, alors que les stocks viennent de ressortir à peu près en ligne avec les attentes. La fève de cacao consolide à plat après avoir fait une belle hausse lundi, puis des stabilisations haussières. Alors ça, c'est ce que j'appelle de la ossolidation. Vous voyez les chandeliers d'hier ? C'est de la consolidation dans la hausse. Ça veut dire qu'en début de séance, on baisse, puis on remonte ensuite. Le lendemain, on baisse, puis on remonte ensuite, et ainsi de suite. Et résultat, on fait des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. C'est-à-dire que la consolidation, les respirations sont déjà comprises dans les baisses intraday. Vous voyez ? Donc tant qu'on est au-dessus des 2100, les plus bas des deux dernières séances, là, eh bien c'est clairement haussier. Si on passe dessous, ça redeviendrait neutre. Le cuivre, il est ici. Donc là, sur le cuivre, d'un coup d'œil, vous voyez le canal baissier dont je vous parlais en introduction, dont la suite sera d'importance. Soit on arrive à casser la borne haute du canal baissier et on s'envole vers les plus hauts annuels, soit on latéralise avant de repartir à la baisse dans le sens de cette tendance baissière qui a pris le pas depuis un mois. Donc là, on arrive à la croisée des chemins. Et puis enfin, le pétrole, qui est baissier. Alors, vous voyez le chandelier d'hier sur le pétrole, ça montrait que les vendeurs n'arrivaient pas à enfoncer le clou. Ça montrait que les acheteurs voulaient faire une pause et ça a permis un petit rebond ce matin. Mais qu'est-ce qui importe ? Est-ce que c'est qu'on ait fait un chandelier de stabilisation qui peut permettre une petite remontée, ou c'est le fait qu'on continue de faire des plus bas et des plus hauts de plus en plus bas ? Eh bien, dans le cas actuel, parce que je sais que nombreux investisseurs cherchent à acheter du pétrole, regardez ce que je vais faire. Je vais tracer une petite oblique, très simple, qui passe par tous les plus hauts. Tant qu'on est sous cette oblique, c'est baissier,
et j'entreverrai de la baisse. Si et seulement si on casse cette oblique, on redevient neutre et alors je vérifierai si on n'est pas en train de former un retournement de court terme, des chandeliers japonais ou autre. Voilà. Alors Brigitte me dit, oui mais c'est dur de prendre une décision concernant le CAC et les US. Alors vous n'êtes pas obligé de trader le CAC et le DAX et les US. Les indices parfois sont en tendance haussière, très claire, et même si psychologiquement parlant ce n'est pas facile de les payer, je suis désolé de vous le dire, mais sur les 4 derniers mois c'était quand même donné. On a eu le Brexit qui a fait le dernier trou d'air, ensuite un mouvement haussier, ensuite on s'est stabilisé, ensuite on a cassé au mois de décembre les plus hauts, ensuite on a fait que monter. Ce mouvement haussier était un des plus puissants et un des plus lisibles techniquement parlant qu'il y ait eu de ces 3 dernières années. Donc si vous n'en avez pas profité, c'est que vous avez peut-être un biais sur les indices baissier qui vous a empêché d'acheter, qui vous a empêché de profiter de la tendance du marché qui était pourtant très forte. Vous n'êtes pas obligé d'aller trader les indices. Ceux qui l'ont compris, sont également ceux qui, je pense, sont allés trader la fève de cacao. Parce que la fève de cacao, c'était propre, c'était haussier, c'était puissant. Et la fève de cacao, elle a pris 15%. Voilà. Et parfois, au lieu d'aller essayer de grappiller 50 points sur le DAX qui peut en gagner ou en perdre 50 très vite, eh bien, il suffit d'aller sur un actif un peu plus lisible techniquement parlant. La paire que vous voyez là, c'est la paire AUD-NZD. Donc vous voyez, on était dans un range à moyen terme, on en est sorti, on est en train de faire un repli. Si le repli s'arrêtait maintenant, ce serait une bonne chose, ça permettrait de relancer la hausse. Le repli peut durer jusqu'à 1,0780, ce serait un pullback sur l'ancienne résistance devenue support avant redémarrage. Par contre, attention, si on revient sur 1,0780 et qu'on repasse dessous, là, les risques d'une rechute dans ce range seraient très importants. Voilà. Ensuite, quoi d'autre? L'euro-dollar. Donc l'euro-dollar, il est toujours soutenu, mais il consolide gentiment sous les 1,08. Si on accélère au-dessus des 1,08, 1,0820 en clôture avec un beau chandelier, bien que voulez-vous que je vous dise, la tendance haussière prendrait le dessus et on pourrait viser 1,10, 1,12, peut-être même les 1,13, 1,14 de l'année dernière. Tant que les 1,08 bloquent, nous sommes potentiellement dans un range de moyen terme. Et quand on arrive sous une résistance, généralement, on devient un petit peu plus prudent et on attend de voir ce qu'il s'y passe. Enfin, vous comprendrez que l'euro se stabilise, l'or également, puisque le dollar ne baisse plus. Il est pratiquement à zéro sur la séance et il tente de se stabiliser. Si le dollar accélère sous les plus bas des 2 dernières séances, eh bien, la livre, l'euro, l'or pourrait accélérer. Sur l'euro notamment, si on casse 1,08, 1,0820, ça peut être violent. Si au contraire le dollar arrive à se reprendre maintenant après 2 semaines de consolidation, eh bien les paires en dollars et l'or pourraient connaître un reflux baissier. Paul me dit, si l'euro-dollar ne va pas à la parité, pourrait-il cette année retoucher les 1,20 ? Difficile à dire, Paul. Me concernant, j'aurais tendance à dire que ce range peut durer longtemps. Sur l'euro, ça peut durer longtemps, entre 1,04, ça fait déjà 2 ans qu'on y est entre 1,04 et 1,14, donc soyons un petit peu plus patients. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite à tous une très bonne fin d'après-midi, une bonne soirée. J'espère vous retrouver 10h tapante demain matin pour la matinale. Au revoir à tous.